OK, je pense qu'on pourrait commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Ryan Kirstner, je suis pharmacien qui travaille à l'Hôpital Général Juif de Montréal et je suis pharmacien qui travaille avec l'équipe de thrombose ici à l'hôpital. On a un programme de anticoagulo-gouvernance ici à l'hôpital et j'ai le plaisir de commencer ce soir, de vous présenter, on a un programme très spécial qui s'appelle Cancer, Caillot et Communication. Alors, ce programme-là a été développé par une comité scientifique représentant plusieurs différentes personnes, dont on a Dr. Marc Carrier, qui est président de Thrombose Canada et une des conférenciers ce soir, qui est hématologue à Ottawa. On a Dr. Mary de Carolus, qui est une omnipraticienne en oncologie à Kitchener, en Ontario. Nous avons aussi Dr. Jacob Issa, qui est oncologue médical à Edmonton, en Alberta. Il y a moi-même, pharmacien, que vous savez déjà. Il y a une autre pharmacienne, Dr. Michaela Ney, qui est pharmacienne en oncologie médicale à Ottawa. Ce soir, les trois conférenciers, donc il y aura Dr. Carrier, il y aura ma collègue qui travaille aussi à l'Hôpital Général Juif, Enya Brouillette, et moi. Donc, c'est les trois conférenciers pour ce soir. Donc, voici les divulgations, tous les conflits d'intérêts possibles. Je vais vous laisser quelques secondes pour les lire. Et en termes de divulgation de soutien financier, donc ce programme a été produit grâce au soutien financier de Pfizer sous la forme d'une subvention à l'éducation sans restriction. Ce programme n'a bénéficié d'aucun soutien non financier. En termes de conflits d'intérêts possibles, les conférenciers ont droit à des honoraires de la part de Thrombose Canada et Pfizer tire des profits de la vente d'un produit dont il pourrait être question dans la présentation. Le contenu de ce programme a été élaboré par le comité de planification et a été vérifié par Thrombose Canada dans le cadre d'une évaluation par les pairs. Les recommandations d'ordre clinique se fondent sur des preuves acceptées par le corps médical. En outre, toutes les recherches scientifiques dont il est fait mention dans le programme ou sur lesquelles s'appuient les recommandations en matière de soins aux patients sont conformes aux normes généralement reconnues. Donc, voici nos objectifs d'apprentissage. Donc, à la fin du programme, les participants pourront premièrement reconnaître les patients présentant un risque de thrombose associé au cancer, pondérer le risque de saignement par rapport au risque de thrombose éventuellement associé au cancer et au traitement du cancer. Et dernièrement, décrire les ressources d'information visant à aider les patients et les cliniciens à comprendre le risque de thrombose et à reconnaître les symptômes d'une thrombose. Maintenant, je vais passer la parole à Dr. Carrier. Merci beaucoup, Ryan, de la présentation. Puis, bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Marc Carrier. Je suis un des hématologues à l'hôpital d'Ottawa. Je fais beaucoup d'activités avec Thrombose Canada aussi. Je fais partie du comité des directeurs. Et puis, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir une conversation par rapport à la sensibilisation aux connaissances des patients et des proches aidants par rapport à la thrombose associée au cancer. Tout ça, ça a commencé en 2024. Thrombose Canada voulait réaliser un sondage national sur la thrombose associée au cancer, mais spécifiquement sur la maladie veineuse thromboembolique là, associée au cancer, auprès des personnes, bien sûr, des patients qui étaient atteints de cancer, mais aussi des proches aidants. Et puis, le sondage, c'était vraiment essayer d'évaluer les connaissances sur les différents aspects de la thrombose associée au cancer. Comme vous allez pouvoir le constater, malheureusement, il semble avoir un manque important de sensibilisation et des connaissances par rapport à la thrombose associée au cancer, qui probablement nous dit à Thrombose Canada et puis comme professionnel de la santé que c'est probablement nécessaire de faire une emphase sur l'éducation, sur la sensibilisation et puis continuer pendant que le patient a des traitements sous-jacents et puis d'inclure tous les professionnels de la santé, là, mais aussi inclure les patients et les proches aidants lors des discussions comme telles. Fait que dans les premières diapos, on va passer à travers les résultats du sondage. On va avoir après ça une perspective par rapport à ce que c'est commun, la thrombose associée au cancer, c'est quoi les potentiels euh, euh, issus sur la morbidité et la mortalité. Et puis après ça, on va continuer à savoir c'est quoi qu'on a dans notre boîte à outils pour essayer d'augmenter la sensibilisation
pour pouvoir élaborer sur les connaissances avec nos collègues, les patients et leurs familles. Donc, quand on a fait le sondage comme tel, on a demandé à 4 cliniciens. Donc, il y avait Dr. Anne Lee de Vancouver, Dr. Vicky Tagalakis du Jewish à Montréal, Dr. Rufaro Cischetti de Terre-Neuve, moi-même et une patiente partenaire ayant vécu une thrombose associée au cancer, de se mettre ensemble puis d'élaborer un sondage comme tel. Le sondage a été distribué à travers Thrombose Canada par façon électronique, mais aussi par les médias sociaux de mai à juin 2024. Et puis, au total, on a eu 311 patients qui ont rempli toutes les questions, qui ont complété le sondage comme tel. Puis, vous pouvez voir ici que c'est les caractéristiques démographiques des patients et des proches aidants qui ont répondu. Vous pouvez voir qu'on a une majorité de femmes. Généralement, les gens ont 60, de 40 à 65 ans et plus. Et puis, qu'est-ce qui était intéressant, c'est que la majorité des répondants sont anglophones. Le sondage était bien sûr traduit, donc 75% identifient l'anglais comme leur langue maternelle, 19% le français. Mais ce qui était un peu surprenant aussi, c'est que 7% des participants ont indiqué une langue maternelle autre que le français et l'anglais, qui pourrait avoir des répercussions sur l'accessibilité de l'information et des ressources. Et puis, Thrombose Canada, on a pris ça au sérieux aussi, fait qu'on, bien sûr, toutes nos informations, tous nos pamphlets, toutes les choses qu'on a sur notre site web sont en anglais et en français, mais maintenant, on commence à penser à pouvoir les traduire en d'autres langues aussi qui sont fréquentes là, au Canada comme tel. Donc, si on va dans le vif du sujet, si on commence à regarder vraiment les résultats, si on veut, quand on a demandé aux patients et aux proches aidants s'ils étaient familiers avec les termes liés à la thrombose veineuse comparativement à la thrombose artérielle dans un contexte de cancer, vous pouvez voir ici que la thrombose veineuse là, ne vient vraiment pas au premier plan. Lorsqu'on demande aux répondants quand ils pensent à un caillot sanguin, moins de 50% vont penser à une maladie comme la thrombophlébite veineuse profonde ou l'embolie pulmonaire, donc une minorité. La grande majorité pense, plus de 66% ont mentionné par exemple les accidents vasculaires cérébraux, ce qui suggère vraiment que ils n'avaient pas nécessairement reçu de l'information sur la maladie veineuse thromboembolique, les risques associés, les signes et symptômes par leurs professionnels de la santé, lorsqu'ils ont eu un diagnostic ou ont subi des traitements là, pour le cancer sous-jacent. Lorsqu'on a demandé un petit peu leur compréhension, comment familier qui étaient avec la terminologie médicale, vous pouvez voir que c'était vraiment varié chez les patients. La familiarité des termes TVP, thromboembolie veineuse, embolie pulmonaire ou EP est très faible. Beaucoup de répondants ont démontré ou ont indiqué aucune connaissance par rapport à la maladie veineuse thromboembolique ou pour ces termes-là spécifiés, la TVP, l'EP, la TEV, ce qui suggère un peu la nécessité un peu de augmenter notre communication, de se familiariser avec les termes, que les professionnels de la santé aient une place plus importante à l'utilisation de ces termes médicaux-là pour que les patients puissent avoir les ressources nécessaires. C'est pas tout à fait le cas chez les thromboses artérielles. Les gens étaient beaucoup plus familiers avec l'infarctus du myocarde, les AVC. Donc, encore une fois, on a de la place pour améliorer avec le temps. Vous pouvez voir que, de façon générale, les connaissances sur la thrombose associée au cancer sont généralement faibles. 38% des répondants indiquaient n'avoir aucune connaissance sur la thrombose associée au cancer. Une majorité était aucune connaissance ou très peu de connaissances, mettant en lien là, ou en l'emphase sur l'évidence qu'on doit augmenter la sensibilisation là, chez nos patients par rapport à ça. Quand on regarde l'éducation comme telle, on peut voir que l'éducation semble inégale. Il y a seulement 30% des répondants qui se rappellent avoir reçu de l'information sur les signes et symptômes. Donc, souvent, les gens qui vont avoir un cancer, comme vous savez, ils vont avoir plusieurs signes et symptômes associés. Ils sont pas nécessairement au courant qu'ils pourraient avoir une TEV. Ils ne savent pas c'est quoi les signes et symptômes ou quand parler à un professionnel de la santé par rapport à ces signes et symptômes-là, ce qui pourrait amener
un délai dans le diagnostic, une augmentation de la morbidité et mortalité, on va y revenir. Mais vraiment, cette diapo-là démontre que on a encore beaucoup de travail à faire là, pour les signes et symptômes afin que les patients soient au courant et puis qu'ils demandent l'aide là, lorsqu'ils en ont besoin. Ce qui est intéressant aussi au niveau du sondage, c'est que l'information sur la thrombose associée au cancer ne semble pas être retenue par les patients au long cours. Donc, bien que la majorité des patients en traitement actif ne se rappelaient pas avoir été informés sur les thrombose, étaient beaucoup plus susceptibles de l'avoir été chez ceux qui n'avaient pas de traitement actif. Donc, de façon générale, il y en a un petit peu qui ont des connaissances pendant qu'ils ont le traitement. Ils ne se souviennent pas des signes et symptômes suite à ça. Donc, probablement que la répétition ou avoir une sensibilisation non seulement au diagnostic, mais aussi lorsqu'on débute un traitement systémique, lorsqu'on insère une voie centrale, lorsqu'on voit les patients en suivi, serait probablement nécessaire afin qu'ils se sentent confortables avec les risques, les signes et symptômes associés et puis de pouvoir se sentir confortable avec l'éducation qu'ils ont reçue. Bon, on dit qu'on fait peut-être pas un bon travail par rapport à ça, mais est-ce que les patients valoriseraient avoir de l'éducation sur la thrombose veineuse? Ben, de façon générale, ils trouvent que ça serait très valorisé ou l'éducation sur les thromboses serait quelque chose qui serait très intéressant à recevoir. Vous pouvez voir ici, 44% des répondants ont jugé que l'éducation sur les caillots sanguins, la maladie veineuse thromboembolique était extrêmement importante qui souligne un fort besoin d'information par rapport à ce sujet-là. Une fois qu'ils sont informés, ils se sentent responsabilisés et se sentent plus en lien à pouvoir en discuter là, avec le personnel soignant comme tel. Il n'y a pas de doute que les professionnels de la santé en jouent un rôle clé. Les résultats de l'enquête, on ne peut pas tout vous montrer. Vous pouvez toujours aller à la publication, mais l'enquête ou le sondage souligne l'importance pour les professionnels de la santé de fournir de l'information et de l'éducation chez les patients. Et puis, ce serait très désiré. Puis quand on demande aux patients quel type d'informations ils voudraient avoir ou quels sont les sites d'apprentissage ou les sujets comme tels, les patients souhaitent obtenir de l'information sur le risque associé à la thrombose associée au cancer, quelles sont les options de prévention, est-ce qu'il y a des médicaments, par exemple, pour amincir le sang, des anticoagulants, quels sont leurs effets secondaires, le risque-bénéfice associé, et donc de pouvoir probablement prendre une décision éclairée sur est-ce qu'on devrait prendre une thromboprophylaxie pharmacologique ou non, et puis si ce n'est pas le cas, au moins d'avoir l'éducation pour pouvoir voir un professionnel de la santé si les symptômes se développent avec le temps. Bon, euh, suite aux questions du sondage, on avait une petite question pour vous. Est-ce que les résultats que vous voyez vous surprennent? Oui, beaucoup, parce qu'on a l'impression que dans notre milieu clinique, les patients sont au courant, ou pas du tout, parce que j'ai l'impression que les patients ne sont pas sensibilisés à la thrombose associée au cancer ou à la maladie veineuse thromboembolique. Donc, les résultats du sondage national, là, ne me surprennent pas. On va vous donner quelques secondes pour répondre aux questions. Et puis là, en fait, il y a pas personne qui a été surpris. Donc, ça démontre quand même que on a un petit peu d'insight comme professionnel de la santé. On sait probablement qu'on fait pas assez de sensibilisation chez ces patients-là. Il y avait peut-être des barrières associées à ça aussi. Mais ce qui est important, c'est qu'on est au courant. Et puis maintenant, on peut se rouler les manches et puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça. Là, on avait la deuxième question. Voilà. Dans quelle mesure ces données reflètent-elles fidèlement votre pratique ou la pratique clinique? Est-ce que les données se reflètent, disons que si vous travaillez comme Anya et Ryan au Jewish General, est-ce que ça reflète, vous pensez, la pratique présentement à l'hôpital? À l'hôpital d'Ottawa, est-ce que ça reflète la pratique ou ce que je vois? Dans votre milieu clinique, est-ce que vous pensez que les sondages, les résultats du sondage sont généralisables à votre pratique comme telle? J'imagine que si la majorité des gens n'étaient pas surpris, euh, probablement que la plupart des gens vont dire aussi que ça reflète la pratique clinique, mais peut-être que votre centre est bien meilleur et que les mesures ne sont pas nécessairement reflétantes de ça.
On va regarder les résultats. Ah, OK. Fait que c'est un petit peu plus hétérogène, de façon générale, plus ou moins fidèlement, ou pas du tout finalement. Fait qu'il y a peut-être des sites, des gens qui participent, qui font un meilleur travail pour la sensibilisation, la distribution des connaissances dans la maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints d'un cancer. Donc ça, c'est encourageant, mais il reste quand même que la majorité des gens trouvent que de façon plus ou moins ou très fidèlement reflète la pratique clinique dans leur milieu. Donc, important à se souvenir pour le reste de la présentation. OK. Fait que maintenant, on va passer un petit peu à la thrombose associée au cancer. On va avoir une discussion des prévalences, des risques associés. Je vais débuter, Enya va suivre, puis après ça, on va ouvrir la discussion. Puis encore une fois, comme Ryan a mentionné, sentez-vous bien à l'aise, si vous avez des discussions, des points de discussion, des questions, vous pouvez le mettre dans le chat. Je vais essayer d'y répondre. Et puis à la toute fin, on va faire une discussion de groupe, puis on va essayer de partager les meilleures pratiques, là. Comme vous savez, la thrombose, la maladie veineuse thromboembolique dans la population générale, c'est pas très fréquent. On parle de 1 à 2 patients ou personnes par 1000. Mais aussitôt qu'on a un diagnostic de cancer, ça augmente le ratio de cote. Puis si les patients non seulement ont un diagnostic de cancer, mais en plus vont commencer un traitement systémique, l'immunothérapie, chimiothérapie, une thérapie ciblée, ça va augmenter le ratio de cote de plus. Donc, le risque de TEV est 9 fois plus élevé chez les patients atteints d'un cancer que la population générale. Souvent, les patients atteints d'un cancer vont accumuler les facteurs de risque aussi. Souvent, ces gens-là vont avoir des antécédents médicaux, vont avoir une maladie métastatique ou plus agressive biologiquement qui va augmenter le risque. Et puis, il y a différents types de thérapies systémiques qui peuvent augmenter le risque un peu. On voit, il y a une population, il y a une cohorte de pays nordiques qui a comparé 1,5 million de personnes qui n'avaient pas un diagnostic de cancer avec 500 000 avec un premier diagnostic de cancer qui ont été suivis sur 20 ans. Et puis on voit dans cette cohorte-là que les patients atteints d'un cancer, le ratio, le risque d'avoir de la TEV à 6 mois est 13 fois plus élevé et puis ça augmente jusqu'à 20 fois plus élevé chez les patients qui ont une thérapie systémique. Et puis qu'est-ce que cette cohorte-là démontre aussi? C'est que le risque ne diminue pas avec le temps. Fait que depuis 1997 à 2017, il y a une augmentation du risque de maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints de cancer qui est 3 fois plus élevé comparativement à la population générale. Donc, c'est quelque chose qui est fréquent, que nos patients vont avoir plusieurs facteurs de risque et quelque chose qui augmente avec le temps. Ça augmente avec le temps parce que les patients atteints d'un cancer vivent plus longtemps, donc plus de temps pour avoir un diagnostic. On fait aussi beaucoup de scans, des scans pour voir s'il y a une réponse au cancer ou pour faire un staging. Mais aussi, on a plusieurs nouveaux types de chimiothérapie qui vont être associés possiblement avec un risque plus élevé d'avoir des complications. Et puis dans cette cohorte-là, ils ont fait une analyse dépendant si le patient recevait un traitement systémique ou non, et selon le type de cancer de traitement systémique. Puis vous pouvez voir que les gens qui ont suivi une chimiothérapie, qui ont des inhibiteurs de protéines kinase, des traitements anti-angiologiques ou des thérapies ciblées ou l'immunothérapie, vont avoir une augmentation du risque de maladie veineuse thromboembolique. D'où le rôle de dire, ben, c'est vraiment important chez les patients qui sont dits à haut risque, chez ces patients-là, peut-être de prendre quelques minutes pour parler des signes et symptômes, c'est quoi les risques associés, les signes et symptômes, puis éventuellement, possiblement aussi discuter en présence d'un pharmacien, pharmacienne, d'une thromboprophylaxie pharmacologique chez les patients qui ne sont pas à haut risque de saignement. Bon, on se dit, est-ce que la maladie veineuse thromboembolique est associée avec une augmentation du risque de morbidité et de mortalité? Oui, c'est que c'est un grand nombre de patients, pendant les traitements sous-jacents, vont venir nous voir à l'unité de thrombose pour une complication de la maladie veineuse thromboembolique. On parle de 15%. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent et quelque chose qui va être associé avec une morbidité, mortalité importante. Les gens qui ont de la maladie veineuse thromboembolique ou les gens qui vont avoir une augmentation du risque. Les segments vont avoir une diminution de la qualité de vie, une augmentation de la morbidité associée. Et puis quand on regarde les risques ou les taux de létalité ou les taux de mourir d'une thromboembolie veineuse associée au cancer, vous pouvez voir que les risques sont très élevés. Peu importe si on regarde aux études cohortes, aux études randomisées, peu importe le type
d'anticoagulants qu'on a. Donc, d'où l'importance de faire une sensibilisation aux signes et symptômes pour pouvoir débuter une anticoagulothérapie qui est appropriée pour éviter la morbidité et la mortalité là, associée à ça. Donc, je passe les rênes à Enya qui va vous parler de la thrombose associée au cancer et en prévention. Bonjour, merci Marc. Donc, moi, je m'appelle Enya, je suis pharmacienne à l'hôpital général juif. Je travaille en oncologie à la clinique externe et j'ai travaillé aussi à l'unité hospitalisée. Donc, on va parler un peu de prévention. OK, donc on va juste commencer par une petite question. Donc, à quel moment vos patients sont évalués pour une thrombose, donc soit un examen de dépistage d'une thrombose ou l'évaluation du risque de thrombose? Est-ce que c'est fait plus au moment du diagnostic, au début du traitement? Est-ce que c'est à chaque visite ou consultation? Est-ce que ça dépend du patient puis du type de cancer ou est-ce que c'est un mélange un peu de tout ça? Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour répondre au sondage. OK. Donc, la plupart des gens ont choisi une variante de toutes les catégories. Sinon, la plupart des gens, il y avait aussi le personnel infirmier et l'oncologue. Attends, je pense qu'on n'est pas dans la même question, là. OK, parfait. Donc, désolé, on répondait à cette question-là ici. Donc, qui évalue les patients pour le risque de thrombose ou la détection d'une thrombose? Donc, la plupart des gens disaient que c'était une combinaison de ces différentes personnes-là, donc l'infirmier, pharmacien, oncologue, hématologue ou les médecins résidents. OK. Donc, la question que j'ai parlé un peu plus tôt, on peut répondre à cette question-là maintenant. Donc, à quel moment les patients passent un examen de dépistage? OK. Donc, encore là, c'est pas mal un mélange de toutes les options. La plupart des gens ont choisi que ça dépendait du patient et du type de cancer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans notre pratique aussi, mais que ça peut être aussi en début de traitement, ça a l'air d'être peut-être un petit peu plus commun. OK, donc comment on fait pour déterminer le risque de thromboembolie veineuse chez nos patients qui ont un cancer et qui vont commencer une chimiothérapie en soins ambulatoires? Donc, il y a le facteur de risque, le score Corana, qui est assez fréquemment utilisé. Donc, les patients sont classés selon ce score-là en risque faible, intermédiaire ou élevé pour nous aider un peu à déterminer la pratique qu'on devrait avoir. Donc, si on passe rapidement à travers les critères, donc il y a des critères en termes de siège de la tumeur primaire. Donc, les patients à risque très élevé, ce seraient des patients avec cancer de l'estomac ou cancer du pancréas. Les patients à risque élevé, on a le poumon, lymphome, les cancers gynécologiques, cancer de la vessie ou cancer des testicules, qui donnent 1 point. Les patients qui ont des plaquettes aussi en haut de 350 000 avant la chimiothérapie obtiennent 1 point pour ça. Un taux d'hémoglobine en bas de 100 ou l'utilisation d'agents stimulants de l'érythropoïèse comme Eprex ou Aranesp. Donc, on a 1 point pour ça aussi. Les patients qui ont des leucocytes en haut de 11 000 avant la chimiothérapie ou un IMC en haut de 35 obtiennent aussi 1 point. Donc, on calcule tout ça, on additionne les points, puis ça nous permet de déterminer notre patient est dans quelle catégorie de risque. Puis ça nous permet de prédire un peu le risque de TEV à 6 mois. Ensuite, ce qu'on fait avec cette information. Donc, oui, il y a un outil sur le site de Thrombose Canada qui est assez intéressant puis facile à utiliser, donc qui vous permet de calculer le score Corana rapidement si vous ne voulez pas vous rappeler de tous les critères par cœur. Donc, juste à rentrer les informations du patient, puis ça calcule automatiquement le score de Corana. Ensuite, une fois qu'on a déterminé notre niveau de risque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, il y a les lignes directrices de l'âge 2021
qui nous aide un peu à déterminer ce qu'on pourrait faire. Donc, les patients à faible risque de thrombose, il n'y a aucune thromboprophylaxie qui est recommandée, que ce soit par voie parentérale ou orale. Les patients à risque intermédiaire de thrombose, on pourrait considérer une thromboprophylaxie avec un anticoagulant oral direct, donc l'apixaban ou rivaroxaban, ou aucune thromboprophylaxie. Puis les patients à risque élevé de thrombose, on pourrait recommander une thromboprophylaxie avec un anticoagulant oral direct ou une héparine de bas poids moléculaire. Puis ça, c'est favorisé par rapport à aucune thromboprophylaxie. Pourquoi on devrait donner une thromboprophylaxie primaire? Donc, une thrombose ou une hémorragie, ça affecte beaucoup les patients qu'on a, nos patients atteints de cancer. Il y a une diminution de la qualité de vie de par cette complication-là. Il y a une augmentation de l'utilisation des ressources et inévitablement une augmentation des coûts de soins de santé aussi. C'est une expérience qui est traumatisante puis douloureuse pour les patients et pour les familles. Comme on a vu un peu plus tôt, les patients ont peu de soutien, de connaissances, puis de sentiment de maîtrise par rapport à un diagnostic de thrombose et de sa prise en charge. Donc, c'est pas quelque chose qui est très connu de nos patients. Nos patients qui ont cette complication-là aussi peuvent être un peu plus conscients de leur mortalité puis de la gravité de leur maladie. Donc, ça peut rajouter un facteur de stress. Puis, il y a toujours l'aspect financier qui peut être un stress supplémentaire pour nos patients qui ont déjà beaucoup de choses à acheter en termes de médicaments, beaucoup de visites médicales et tout ça. Donc, ça ajoute un peu au fardeau de leur maladie d'avoir cette complication. Donc, comment on fait pour choisir si on veut un anticoagulant oral direct ou une héparine de bas poids moléculaire? Donc, il y a différents critères un peu qu'on peut regarder. Donc, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que mon patient est à risque élevé d'hémorragie? Donc, est-ce qu'il y a des antécédents d'hémorragie, bien sûr? S'il y a un risque élevé de lésions gastro-intestinales, des plaquettes en bas de 50, que ce soit à cause de la maladie ou à cause des traitements qu'on donne pour traiter leur cancer. L'insuffisance rénale ou hépatique. Si le patient prend aussi des antiplaquettaires, on sait que nos patients qui ont le cancer sont souvent plus âgés puis plus sujets peut-être à avoir des antiplaquettaires dans leur profil de médicaments. Ou s'ils ont eu une hémorragie intracrânienne récente, à ce moment-là, on privilégierait plus une héparine de bas poids moléculaire. Ensuite, on peut regarder aussi le type de tumeur. Donc, si c'est une tumeur endoluminale non resséquée, des cancers gastro-intestinaux ou génitaux urinaires aussi, on privilégierait une héparine de bas poids moléculaire. Un aspect qui est important pour les pharmaciens, c'est aussi les interactions. On va en parler un peu plus tard, mais si il y a des interactions, par exemple, le patient prend un inhibiteur ou inducteur puissant du 3-4 ou de la PGP, on pourrait vouloir utiliser une héparine de bas poids moléculaire pour éviter l'interaction. Puis si le patient ne rencontre pas tout ça, ben là, on pourrait envisager un anticoagulant oral direct comme l'apixaban ou le rivaroxaban. Donc, les interactions, c'est assez fréquent chez nos patients qui sont atteints d'un cancer et qui reçoivent de la chimiothérapie. Donc, ici, on avait une étude observationnelle auprès de patients qui avaient subi une thrombose associée au cancer. Donc, ça incluait 267 patients. Puis, on peut voir quand même qu'il y avait 41% des patients qui avaient une interaction avec leur anticoagulant. Donc, c'est quand même assez fréquent et significatif. 50% des patients étaient sous anticoagulant oral direct, donc on s'attend à ce que ce soit plus eux qui soient sujets à des interactions, mais quand même 20% des patients aussi étaient sur héparine de bas poids moléculaire. Donc, le type d'interaction qu'on pourrait voir avec l'apixaban et le rivaroxaban. Donc, on a les inhibiteurs puissants du 3-4 et de la PGP, par exemple, kétoconazole, ritonavir, et certains thérapies de support aussi qu'on utilise des fois pour nos traitements anti-cancer, comme les inhibiteurs du NK1 comme atripitan, Akynzeo, tout ça. Donc,
ça pourrait augmenter les concentrations d'apixaban et de rivaroxaban. Puis ça voudrait dire une augmentation potentielle des effets secondaires. Puis un qui nous inquiète particulièrement, c'est les hémorragies. Puis nos patients atteints de cancer ont souvent d'autres facteurs de risque de saignement, que ce soit leurs plaquettes sont plus basses, ils sont aussi sur des corticostéroïdes, tout ça. Donc, c'est un effet secondaire qui nous inquiète. Puis, au contraire, si un patient prend un inducteur puissant du 3-4 ou de la PGP, comme phénitoïne, rifampicine, bien, à ce moment-là, on pourra avoir une diminution de l'efficacité de notre anticoagulant, ce qui n'est pas souhaitable non plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, ici, il y a un outil assez intéressant sur le site de Thrombose Canada, c'est un tableau avec des interactions entre des médicaments et les différents anticoagulants oraux directs qui sont disponibles. Donc, c'est assez visuel et facile d'utilisation. Donc, vous pouvez voir que pour chaque combinaison, il y a soit une contre-indication, un ajustement de dose ou des recommandations si c'est correct de l'utiliser. C'est pas nécessairement exhaustif, puis on sait que en oncologie, il y a toujours des nouveaux traitements, mais c'est une bonne ressource pour commencer l'analyse. Puis si la réponse est là, bien, ça nous permet d'avoir une réponse facile et rapide à notre question. Donc, je vous recommande de mettre ça dans vos favoris. Ensuite, il y a toujours la question de la couverture par les régimes d'assurance médicaments. Donc, ici, il y a un tableau qui démontre que maintenant, l'apixaban et le rivaroxaban sont disponibles dans la plupart des provinces sans restriction. Donc, il y a juste la Saskatchewan pour lequel le rivaroxaban est toujours disponible seulement sous restriction. Pour nous, au Québec, en tout cas, c'est assez récent que c'est disponible depuis avril 2025. Donc, c'est intéressant pour nos patients d'avoir accès à les anticoagulants oraux directs en thromboprophylaxie. On se réjouit de ça. Ensuite, on voulait juste parler un peu d'un programme qui s'appelle le VTE-PAC, qui est un programme multidisciplinaire avec des médecins, des oncologues, hématologues, pharmaciens, des infirmiers, puis des infirmiers praticiens aussi, qui regardait des patients atteints d'un cancer qui commençait un traitement en soins externes. Puis, dans le fond, les patients recevaient des informations sur la thromboembolie veineuse. Donc, comme on a vu plus tôt dans la présentation, c'est quelque chose qui est souhaité par les patients qui serait important à intégrer dans ce qu'on dit aux patients par rapport à leur cancer. Donc, les patients recevaient de l'information sur c'est quoi la possibilité du risque de thrombose, les signes et symptômes, le risque de complications et tout ça. Il y avait aussi une évaluation du risque de thromboembolie veineuse, donc en utilisant le score Corana et le score Protect. Puis ça permettait d'identifier les patients qui étaient à risque élevé. Donc, ces patients-là qui étaient à risque élevé étaient évalués par un hématologue pour déterminer si ce serait souhaitable de donner une thromboprophylaxie ou pas. Il y avait aussi une analyse par un pharmacien au niveau des interactions médicamenteuses, puis il y avait une prise de décision conjointe entre hématologue, pharmacien et oncologue sur est-ce qu'on donne un anticoagulant ou pas, puis lequel on donne à ce moment-là. Donc ici, on a juste un petit graphique du taux d'information que les patients ont reçu avant l'implantation du programme. Donc, on voit que c'est à peu près aucune information qui était donnée aux patients. Ensuite, pendant la phase initiale de mise en œuvre, donc les premiers 6 mois, ça augmentait à 81,6%. Puis ensuite, une fois que le programme était vraiment bien mis en place, bien là, c'était 95% des patients qui recevaient de l'enseignement par rapport au risque de thromboembolie veineuse. Donc, c'est une augmentation assez importante. Donc, ce programme-là est quand même intéressant. Ça nous montre qu'une prise en charge multidisciplinaire serait une approche intéressante pour traiter nos patients qui ont un cancer. Il faut se rappeler que le risque de thrombose varie pendant
le parcours thérapeutique des patients, puis c'est important de réévaluer à différents moments dans leur cancer. Donc, il peut y avoir une augmentation du risque parce que, par exemple, ils sont métastatiques maintenant, ou ça peut être une période où ils sont plus à risque de saignement. Donc, c'est important de toujours réévaluer les patients à différents moments. Les pharmaciens sont importants pour analyser les interactions, puis prévenir les interactions, puis recommander un anticoagulant approprié. Puis il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour les professionnels de la santé pour informer leurs patients, pour évaluer leurs patients et tout ça. Donc, je vais laisser la parole à Ryan. Merci beaucoup, Anya. C'est vraiment une excellente présentation. Donc, je vais juste finir ce soir avec, avant de commencer un peu la discussion avec tout le monde, on va parler un peu des ressources, des outils qui sont disponibles, pas juste pour les patients et les aidants, les proches aidants, mais aussi pour les cliniciens, donc qui traitent ces patients-là. Je vais juste... OK, voilà. Donc, je peux vous dire que Thrombose Canada, ils ont vraiment une grande collection de différents outils qui sont disponibles pour les patients. Et ça, c'est juste des exemples. Donc, on a comme des feuillets d'information. Par exemple, vous pouvez voir celui-là qui discute un peu la thrombose associée au cancer. Je veux dire que tous ces documents-là sont disponibles en anglais et en français, et que vous pouvez soit les télécharger ou même en commander pour vos cliniques d'oncologie ou cliniques de thrombose que nous avons dans notre clinique ici, juste à côté de moi. Donc, c'est vraiment des outils qui sont super, super bien faits. Donc ça, c'est juste des exemples, des feuillets d'information. On a des brochures aussi qui sont un peu plus, qui ont plus informatifs, donc qui ont, par exemple, qui parlent un peu plus de détails sur c'est quoi un TVP, c'est quoi une embolie pulmonaire, c'est quoi l'attaque, la thrombose associée au cancer, pour vraiment aider à comprendre. On sait bien que lorsqu'on voit les patients, c'est parfois tellement d'informations tout en même temps, donc c'est pas toujours évident qu'ils vont tout absorber, ils vont tout retenir nos conseils, donc vraiment de supplémentiser avec ces genres de documents, je pense que c'est excellent. Aussi, pour ceux qui sont plus visuels, on a aussi des courtes vidéos instructives aussi sur le cancer associé au cancer, la thrombose associée au cancer, des autres feuillets de reconnaître les symptômes, parce que vraiment, on veut que les patients sachent que c'est quoi les signes et symptômes quand se présenter à l'urgence. Donc, on a tous ces genres de documents qui les aident parce qu'on ne veut pas attendre trop longtemps avant qu'on commence un traitement non plus. Il y a aussi, ça c'est une excellente ressource là, qui a été développée par Thrombose Canada et aussi par le National Blood Clot Alliance. Ça c'est un guide de presque 30 pages où ça explique vraiment en détail tous les différents types de caillots, les options thérapeutiques, comment en prévenir et même aussi les aspects de santé mentale associés d'avoir un caillot, de comment vivre avec un caillot de sang. Donc, c'est vraiment une ressource que je vous suggère d'aller voir et de partager avec vos patients. Il y a aussi plusieurs groupes de soutien aux patients qui existent pour les patients avec un cancer. Ça, c'est juste un exemple. Je vais vous dire que je les ai vérifiés. Ceux qui sont sur la diapositive sont seulement en anglais, mais j'ai trouvé, il y a aussi la Société canadienne du cancer qui a des données en français et en anglais aussi. Et si vous en avez d'autres, on vous demande de le partagez-les avec nous maintenant. Mettez-le dans la section du clavardage, puis on va le partager avec tout le monde après. Parce qu'on veut vraiment avoir, ça se peut que vous avez des ressources que vous partagez avec vos patients que nous, on n'est pas au courant. Donc, on aimerait bien que tout le monde pourrait en profiter de ces ressources-là. Je vais juste aussi partager avec vous que le Thrombose Canada a beaucoup de documents pour les cliniciens. Moi, j'en consulte assez souvent. Donc, on a 53 guides cliniques, des algorithmes de traitement, des outils de calcul que vous pouvez utiliser, comme par exemple le score de Corona que Enya vous a montré tantôt, des ressources pédagogiques, des vidéos et même des vidéos sommaires des programmes précédents. Donc, tous les webinaires de Thrombose Canada sont enregistrés puis sont disponibles que vous pouvez
revoir dans le futur. Donc, ça, c'est juste un exemple à droite. Un des guides cliniques, c'est celui pour cancer et thrombose, mais il y en a 53, comme j'ai dit. Alors, ça, c'est juste un exemple, comme Annie a montré aussi, des outils de calcul, qui en a plusieurs, comme le CHA2DS, tout ça. Et ça, c'est celui de l'échelle de risque de Corona qu'elle vous a montré. Et un petit rappel aussi que Thrombose Canada, sur le site web, il y a une plateforme d'apprentissage en ligne aussi. Donc, présentement, nous avons 9 cours qui sont pour l'instant en anglais seulement, mais qui sont là pour votre formation continue. Donc, vous pouvez réclamer 1,5 à 4,5 crédits de formation continue de section 3 ça c'est pour les médecins. Et vous voyez, on a plusieurs différents sujets qui sont vraiment très intéressants, qui viennent du congrès annuel de l'année passée. Puis on pourrait en discuter. Finalement, juste une question de sondage. Dans quel format préférez-vous remettre des ressources à vos patients? On veut le savoir parce que lorsque Thrombose Canada va continuer à en développer, on va voir qu'est-ce que les cliniciens préfèrent. Donc, si vous pouvez répondre à la question, je vais vous donner quelques secondes. On a un peu de mix. Donc, les vidéos. Il n'y a personne qui veut des vidéos. Je pense que c'était la même chose dans la présentation anglaise aussi. Donc, il y a 40% des brochures, des documents imprimés, des ressources en ligne ou même des applications pour vos téléphones cellulaires. Donc, ça, c'est très apprécié. Merci. On va continuer. Donc, on va passer à la période de questions et de discussion. Encore, je vais passer la parole à Dr. Carrier qui va... Je pense que... Merci beaucoup, Ryan et Annie. On a eu des questions. Pendant que vous parliez, j'essayais de répondre à quelques-unes des questions, là, puis ces questions-là, c'est des choses qui sont controversées pour lesquelles il pourrait y avoir plusieurs différentes réponses. Fait qu'avoir votre opinion, ça serait important. Je vais peut-être commencer avec Enya. Dans les deux questions que vous avez posées au départ, vous avez démontré qu'il y avait beaucoup de variabilité dans les différentes catégories, que ce soit quand on approche le patient, quel professionnel de la santé. Est-ce que vous êtes d'avis qu'une standardisation au niveau d'un certain site pourrait aider à augmenter la sensibilisation, l'uniformité du traitement comme tel, ou vous pensez que ça va être plus variable là, d'un centre à l'autre? Je pense que nous, on a encore un peu de travail à faire pour déterminer la façon optimale d'évaluer les patients. Je pense que ça fait quand même un peu de sens que tous les professionnels de la santé soient impliqués à un certain moment. Donc, comme on a dit, c'est important de réévaluer les patients de façon fréquente et à différents points de leur trajectoire. Donc, je pense que ça fait du sens que l'oncologue fasse un assessment initial, puis ensuite qu'un infirmier aussi soit impliqué, un pharmacien. Donc, je pense que ça, c'est bien, mais je pense que ce serait bénéfique qu'il y ait quelque chose d'un peu plus clair, puis systématique, puis standardisé dans nos différents centres. Je sais qu'on va faire un travail avec Ryan au niveau du Jewish pour faire cette standardisation-là, puis s'assurer qu'on attrape tous les patients. OK. Et juste pour ajouter que nous allons inclure aussi nos équipes d'oncologues, nos équipes de pharmaciens et l'équipe d'infirmières. Alors, j'ai même eu, en fait, c'est une infirmière clinicienne qui m'a contacté, en fait, pour des raisons, pour des fins d'agrément Canada, pour voir, hey, qu'est-ce qu'on fait pour ces patients-là? Et puis, justement, on est en train d'y parler. Et puis, si vous êtes intéressé, elle va nous rejoindre surtout à la première réunion que j'attends qu'on va voir bientôt. Excellent. Fait qu'une anticoagulothérapie, gouvernance qui fonctionne bien, qui peut s'étendre aussi à différents professionnels de la santé. Ryan, il y a une question qui, tu sais, disons qu'on fait une décision, le risque-bénéfice est favorable, pour faire une décision à une thromboprophylaxie pharmacologique. Est-ce que on dit que bon, les essais randomisés, c'est jusqu'à 6 mois. Si le patient arrête la chimiothérapie, est-ce que vous vous sentez confortable d'arrêter le jour même que la chimiothérapie arrête ou vous continuez pour quelques jours après? C'est quoi votre recommandation? Oui, donc pour moi, je le continuerai encore au moins quelques semaines après parce que je pense que le risque ne disparaît pas comme ça. Mais je dirais, c'est pas juste je sais que dans les études,
parce qu'il y a d'autres populations de patients qui sont à risque aussi. Donc, tu sais, même un patient qui a des métastases, par exemple, qui ne reçoit plus de traitement actif, est-ce qu'ils sont moins à risque? Oui, peut-être non. Ça dépend de leur chimiothérapie aussi. Mais je pense que c'est vraiment une évaluation cas par cas qui, je pense, qui devrait être faite. C'est dur de dire est-ce qu'il y a une durée fixe pour laquelle on arrête après un traitement, mais je pense pas que le risque disparaît tout de suite lorsqu'on arrête le traitement. Donc, est-ce qu'il y a encore un traitement, un cancer actif? Est-ce qu'on va faire même la radiothérapie? Donc, je pense qu'on va tout prendre ça en compte. Ouais, ça fait du sens que l'effet chimiothérapeutique sur le facteur tissulaire, tout ça, au niveau des veines ou des vaisseaux va perdurer pendant que le traitement, tu sais, ça dépend un peu aussi du type d'agent chimiothérapeutique. Si on pense que c'est un agent qui va durer pendant plusieurs semaines, probablement continuer, mais au moins quelques jours après, là, dépendant du cycle aussi associé. Et même pour ici, encore une ligne centrale qui n'est pas encore enlevée, juste au cas où, tu sais, Ouais, des ouais, choses comme ça, je pense qu'il faut prendre en compte de ça aussi. ouais, il y a beaucoup de variables. Ouais. Il y a une question par rapport au score de Corona qui démontre, qui était dérivé, validé chez les patients qui débutaient une thérapie systémique. Il y a une question disant, décider si un patient décide de ne pas recevoir de traitement, est-ce qu'on peut l'utiliser quand même pour faire une stratification du risque puis faire une sensibilisation ou une éducation associée à ça? Je pense que ça a été vraiment étudié, comme tu as dit, plus pour les patients qui avaient des traitements de chimio systémiques. Je pense quand même qu'un patient qui ne reçoit pas de traitement peut être aussi à risque de thrombose. Donc, je pense que c'est comme au cas par cas, puis de voir aussi la raison, puis l'intention du patient. Donc, si on s'en va plus vers une visite palliative, ben, c'est peut-être un petit peu différent. Mais je pense que quand même de l'utiliser, ça nous donne une petite idée générale de son risque de cancer. Mais après ça, pour déterminer si on donne un anticoagulant ou pas, ben, c'est vraiment au cas par cas, Hmm. selon le patient. Puis c'est ça, l'intention. Associé, oui. La Ouais. préférence du patient aussi est Ouais. importante de garder en ligne de compte. Et puis, on a une autre question qui dit, qu'en est-il des patients avec capteur veineux central, souvent présents chez les patients atteints d'un cancer actif, l'administration des traitements? C'est une excellente question. Donc, quand on a parlé de la thromboprophylaxie pharmacologique, surtout avec les AOD, il y a l'essai Cassini, l'essai AVERT. L'essai AVERT qui est un essai canadien qui a démontré une diminution du risque relatif. Chez ces patients-là qui ont été randomisés, il y en avait environ 25% qui avaient un cathéter veineux central. Il y a des études ancillaires là, ou post-hoc qui ont démontré que le risque était aussi important chez les gens qui avaient un cathéter. Mais par exemple, c'est quand on regarde les lignes directrices, disons qu'on a une patiente avec un cancer du sein qui serait à bas score de Corona, mais qui a un cathéter veineux central. Présentement, les lignes directrices ne recommanderaient pas spécifiquement pour le cathéter veineux central d'être sur une thromboprophylaxie pharmacologique. C'est fait que c'est vraiment le score de Corona qui va prendre le dessus. Il y a un essai randomisé en cours qui s'appelle l'essai Trimline qui randomise les patients avec un cathéter veineux central, pensant que c'est un facteur de risque indépendant, là, comme Ryan l'a mentionné plus tôt aussi. Mais pour l'instant, pas à utiliser de façon routinière chez les patients qui auront un score à faible risque, par exemple. Mais peut-être que ça va changer avec l'étude Trimline. Vous voyez beaucoup de cas de TEV chez les patients cancéreux malgré le traitement préventif. Qu'est-ce que vous en pensez, Ryan? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois beaucoup de TEV malgré une thromboprophylaxie? Euh, Malheureusement, on n'en donne pas encore, donc c'est un programme qu'on est en train de développer. Mais je peux dire, surtout, tu sais, on en voit des personnes qui sont admises, euh, c'est même des personnes qui en reçoivent pendant qu'ils sont à l'hôpital, qui en reçoivent une thromboprophylaxie. Oui, on a des cas de thrombose d'embolie veineuse. Donc c'est surtout c'est jamais 100% parfait pour réduire. Tu sais, c'est sûr que ça réduit assez euh, d'une bonne façon le risque, mais c'est pas absolu, absolument pas. Oui, tu as bien raison. Dans les essais randomisés, comme par exemple si on prend l'essai AVERT,
les gens qui n'ont pas reçu, qui avaient un score de corona de 2 et plus, qui n'ont pas reçu une thromboprophylaxie, ont eu un risque de TEV à 6 mois de 10%, puis ça a été réduit à du 4%. Fait que malgré la thromboprophylaxie, il va quand même avoir des patients qui vont être à très haut risque, qui développent des facteurs de risque aussi pendant le temps de la chimiothérapie, mais ça demeure pas moins qu'on a diminué le risque d'environ 60%. Et puis, Joey se demandait, est-ce qu'on parle bien des doses thérapeutiques? Non, on parle vraiment des doses prophylactiques. Là, on parle de doses de apixaban 2,5 BID pour une prévention ou rivaroxaban 10 mg une fois par jour. Puis, je vois l'heure qui file, là. Peut-être la dernière question pour Enya. Qu'en est-il des patients sous immunothérapie? Est-ce qu'on peut utiliser le score de corona chez ces patients-là aussi? C'est vrai que je revois les critères de l'étude, mais je pense que l'immunothérapie était peut-être pas aussi prévalente à ce moment-là quand ça a été validé. Donc, je suis pas certaine. Je sais pas, Ryan, si tu as une opinion là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sauf que je sais qu'il y a des autres scores qui sont déjà en développement ou sont déjà validés, même ils ont eu la validation. Donc, il y en a plus qui s'en vient. Je pense que surtout avec une population plus tu sais, vers 2025 que pendant le score de Corona a été développé. Donc, c'est sûr que oui, je pense que les facteurs de risque ont changé avec les différents traitements, surtout avec les immunothérapies qui sont très répandues maintenant. Donc, oui, ben, je ne sais pas si Dr. Carré a quelque chose à ajouter. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. Le score Corona est dérivé, validé en 2008. Fait que les choses ont changé beaucoup. Il y a eu des études observationnelles qui démontrent que ça fait relativement bien en immunothérapie aussi. Mais vous avez raison qu'il y a des facteurs de risque qui n'ont pas été inclus dans le score de Corona. Fait que le score de Corona est un bon score pour faire un dépistage, tu sais, stratifier qui est à haut risque ou non. Mais c'est sûr qu'il y a des facteurs de risque spécifiques aux différents types tumoraux qu'il faut tenir en ligne de compte, là. Tout ça, on vous remercie beaucoup de votre temps ce soir. Et merci encore une fois, Ryan, Enya, pour votre temps, puis c'est toujours un plaisir.